après il y en a peut-être qui viennent d'arriver juste, mais en tout cas vous avez tous fait le même chemin normalement pour arriver jusque là. Est-ce que vous avez vu des différences de forêt, de peuplement forestier? De hêtres plus bas, non? Il y a plus de hêtres, oui. Certains endroits sont plus touffus avec du mousse, une telle chose, Ouais. alors que d'autres endroits sont plus clairsemés. Oui. Oui, oui, non mais tout ça, voilà, c'est des... Est-ce que vous avez vu, juste en arrivant là, au premier départ, les premiers mètres quand vous êtes allé dans la forêt, vous avez vu des structures un petit peu différentes de forêt, des espèces un peu qui sont pas comme ici, là où les arbres sont agencés peut-être différemment? Bah là, on vient d'un endroit où on nous a parlé de sylviculture et clairement, c'était très organisé. Ouais. Oui, alors que c'était une vieille forêt, mais elle l'est plus. Elle l'est plus. Il vous l'a dit? Une forêt grande. Et avant ça, Non, mais elle ne l'est plus du coup. Ah oui, d'accord. et avant ça, il y avait une plantation où on voyait des arbres alignés. là. Voilà, merci, exactement. Avant ça, il y avait, donc on est passé par plusieurs types de peuplement, c'était pas homogène, vous n'êtes pas rentré directement en vieille forêt. Est-ce que vous avez senti le moment où vous rentriez en vieille forêt? On y est là. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Du coup, c'est pas vous qui me dites c'est quoi Sophie une vieille forêt, c'est moi qui vous dis c'est quoi une vieille forêt. Il y a plusieurs essences, lesquelles? Les essences Le chêne et le hêtre. Un petit peu, pas beaucoup, ouais, c'est surtout il y a il y a des hêtre. hauteurs. Des hauteurs différentes. Des hauteurs des arbres, différentes, Des âges différents. des âges différents. C'est très hétérogène. Et celui-là, c'est quoi? Ça, Cet arbre, c'est un quoi? quelqu'un peut nous dire? Ouais. C'est un hêtre. On est à ça, oui, on C'est est un à ça. hêtre. Florian veut. Ça, c'est un beau Je film. l'ai vu un peu plus petit quand même, parce qu'on va le mesurer. Mais le problème, c'est que les volumes qu'il veut empêchera les arbres d'arriver à ça. Là, Florian, quand il va voir ça, C'est un risque fort, ouais. Notamment dans les vieilles forêts de plaine, parce qu'on va voir que certaines sont dans des stades où effectivement ça peut être intéressant. Alors, il mesure combien cet arbre, à votre avis? en hauteur, Alors, pas en hauteur, mais en hauteur il est assez haut, effectivement. Hein. En diamètre. Un de diamètre. Au davantage. plus d'un mètre. 1m40. 1m40. 50, 60. 1m40. Ceci est un compas forestier. Voilà. Oui. Dans le jargon, on appelle ça aussi une cigogne. On mesure toujours un arbre à 1m30. Voilà. Normalement, c'est hauteur de poitrine. Pour les gens un peu plus petits, c'est un peu plus haut. Et on mesure toujours les deux diamètres. Là, je suis à 95 parce que les arbres en général ne sont pas tout à fait ronds. Ah oui. Sauf celui-ci, parce qu'il fait 95 des deux côtés. J'ai dit 1,60 moi d'ici. Il est assez rond. Ça là, il m'en Et donc, dans 5 cm. 3 à 5 ans, ça deviendra un très très gros arbre, c'est-à-dire un arbre de plus de 100, d'un mètre. J'ai vu certains êtres, pas très loin, dans les baronnies qui faisaient 2 mètres. De diamètre. Déjà, des comme ça, on va On n'en voit pas beaucoup, effectivement. Et ces arbres-là, en fait, ils portent un très grand nombre de petits habitats, du fait qu'il va perdre des branches, du fait qu'il va avoir des petits accidents, ou tout simplement parce que plus il vieillit, plus il fait des gros contreforts racinaires, un peu comme en forêt tropicale, et donc ça forme des cavités de pieds à fondure, où dedans, il va pouvoir y avoir déjà le gîte d'une nuit d'un chat sauvage ou d'un renard, ou d'un crapaud, ou de salamandre, ou de petits mulots qui vont venir faire des petits nids à l'intérieur, donc ça monte par là. Voilà, donc il va y avoir tout un tas de micro-habitats, et on sait que plus ces arbres, enfin on sait que c'est à partir des diamètres 90 et 100 qu'on a le plus de micro-habitats portés par l'arbre. Et donc le plus de potentiel d'habitat et de nourriture pour tout un grand nombre d'espèces forestières. Voilà. Donc ces gros arbres-là ont un rôle crucial. En plus de ça, c'est un peu, vous le verrez peut-être si vous avez été à la biologie des arbres, c'est les mémoires un peu voilà, de la forêt. Et donc ces gros arbres, ainsi que, qu'est-ce qu'il y a d'autre de très important que vous voyez autour de vous, que je pense que vous n'avez pas trop l'habitude de voir. Les arbres par terre. Oui. Et dans quel diamètre? Et des gros arbres par terre. Et des gros arbres debout, morts sur pied.
Et que ce soit ces très gros arbres morts au sol ou jauniers, ou ces très très gros arbres vivants, c'est le lieu de vie et la nourriture d'un très grand nombre d'espèces forestières. C'est en quelque sorte l'hôtel-restaurant ou la croûte à pharmacie de la forêt. Parce que ces espèces-là ont un rôle fondamental dans le bon fonctionnement des écosystèmes, dans la régulation des espèces, dans la formation des humus, dans le bon stockage du carbone forestier. Donc en fait, ce sont des éléments clés de la biodiversité forestière. Donc est-ce que vous avez l'habitude de voir autour de vous autant de très très gros arbres et autant de gros bois morts au sol et sur pied? Non, pas souvent. Alors les gens avant vous m'ont dit que c'était un peu le bazar. Voilà. Mais ils le disaient ça positivement. Hein. Et justement, en écologie forestière, on adore le bazar. Voilà. Une vraie forêt, c'est ça. Une forêt, normalement, il y a presque une forêt naturelle ou subnaturelle en libre évolution. Il y a minimum la moitié du volume des arbres vivants en arbres morts. Parfois, c'est autant. Voilà. Et en fait, nous, on est habitués à avoir des forêts propres. Aussi parce qu'il y a une demande sociale. Quand il y a des coupes d'arbres et tout ça, on demande à démembrer les houppiers, à ne pas laisser les houppiers comme ça, voilà, parce que ça fait sale. Alors qu'en fait, c'est extrêmement important que les houppiers restent non démembrés parce que ça fait une restitution lente des éléments minéraux stockés patiemment. C'est la tête de l'arbre. Et là, comme il est tombé, je pense qu'il y avait un bouchon. On lui aurait demandé, et d'ailleurs ça leur casse les pieds, parce que c'est une paille en plus, et ils ne gagnent pas d'argent pour ça. Voilà, ils doivent tout enlever, les branches, les hacher, tout ça. Alors que là, ça va tomber petit à petit au sol, ça va se restituer lentement. Ça fait un équilibre. Et ça va faire un équilibre. Et aussi, ça fait une petite cage de protection pour les semis qui vont être à l'abri de la dent des herbivores qui vont pousser à travers. Ça, c'est très important. Donc, mais souvent, on veut se balader dans une forêt où on n'est pas obligé d'enjamber des troncs pour que ça fasse propre. Et puis, il y a cette notion d'enlever le bois mort. Et souvent, en fait, on se rend compte en parlant avec les gens qu'en fait, ils pensent bien faire. Ils pensent que le bois mort, ça va rendre malade la forêt et qu'il faut faire propre et qu'il faut que ça s'enlève. C'est très interventionniste. Alors qu'en fait, le bois mort, c'est plein de vie et c'est l'assurance vie de la forêt. C'est l'engraissement du sol, c'est le renouvellement du sol et c'est primordial pour la vie de la forêt. Primordial. Donc ça, on a vu. Que vous voyez, on a décrit visuellement ce que c'est une vieille forêt. C'est-à-dire, on a des seuils minimaux pour savoir ça, parce qu'on les inventorie, on a fait ça avec un protocole. Il nous faut au moins en montagne, par exemple, 10 très gros bois à l'hectare et 10 gros bois morts au sol et sur pied. Par exemple. Donc en fait, il y a un certain seuil aussi pour savoir ça. Voilà. Donc là, on les a tout autour de nous, on a tout ce qu'il faut. On a les micro-habitats portés par les arbres, on a les cavités, on a les écorces décollées, on a plein d'habitats, le lierre aussi est un super habitat, on a les bois morts sur pied, on a les bois morts au sol, on a tout ça. Par contre, ça ne suffit pas pour dire qu'on est en vieille forêt, parce que là on vient de décrire la maturité forestière. Mais ça ne suffit pas pour dire qu'on est en vieille forêt. Il nous faut autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Génération suivante, Alors, il y a de la génération suivante qui arrive, il y a les espèces spontanées locales, voilà. Mais il faut que le sol fonctionne bien et soit bien forestier. Le sol. Les champignons. Des champignons et des espèces bio-indicatrices. En fait, Les arbustes. il nous faut, il y a des mousses, oui, les pulmonaires, des espèces comme ça. Et donc en fait, il faut qu'on ait une continuité de l'état boisé. Il faut que la forêt... En fait, oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. On va reprendre, ça va peut-être vous venir tout seul. Une forêt naturelle aussi, c'est une forêt qui fait son cycle naturel en entier. Et le cycle naturel en entier d'une forêt, c'est 350 à 400 ans. Avec 5 phases, des stades. Alors, tout au long des phases, il y aura toujours la présence de très gros bois et très très gros bois vivants et morts au sol et sur pied. Pourquoi ? À votre avis, pourquoi il y aura toujours cette présence des très gros arbres ? Même si parfois la forêt sera plus ou moins ouverte et parfois plus ou moins fermée. Il y aura toujours cette présence. Je vous ai dit, le cycle il dure 350 à 400 ans. Des gros chênes et des vieux hêtres, ça peut vivre combien de temps ?
Un gros chêne, oui, ça peut vivre. 500. 800 ans. Et plus, 800 ans. 800, j'en ai vu 1000 un ans, de 1000 ans, mais moi. plus. J'en ai vu un de 1000 ans, ceux-là. Donc il y a des arbres qui vont faire plusieurs cycles sylvigénétiques dans leur vie. Et donc ces 5 phases, la régénération, donc on aura surtout des gros vieux arbres et on aura plus de jeunes, des semis, voilà. Après on sera en stade initial, on aura une dominance des perches que vous avez derrière vous. Voilà, des petits arbres. Mais toujours avec la présence des gros, hein. Il y aura toujours une structure, sauf que je parle de qui est plus dominant que l'autre à un moment donné dans la phase. Le stade optimal, c'est un stade qui est donné, c'est des noms qui sont donnés par les forestiers, donc c'est optimal pour la récolte des bois. Avant qu'ils ne deviennent trop gros et plein de défauts. Et ensuite, on est en stade terminal et de déclin, puis on revient en régénération. On a petit à petit un effondrement des plus gros vieux arbres et on revient à la régénération. Et attention, c'est un cycle théorique. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des chablis avec des tempêtes. Les chablis, c'est des arbres qui tombent. Donc la forêt, elle vit avec des tempêtes, elle vit avec des incendies. Quand on est en montagne, elle vit avec des avalanches, des éboulements. Et donc à tout moment, on peut très bien se trouver en optimal et revenir à la case régénération, ou être en déclin et revenir à la case régénération sans passer par la case déclin. Voilà, donc ça peut être tronqué. Et surtout, ce qu'il faut énormément comprendre, c'est que, j'ai fait ma fiche, c'est que c'est une mosaïque dynamique dans le temps et dans l'espace. Ça, on va dire, c'est un petit massif forestier. Chaque couleur représente une des phases du cycle sylvigénétique. Donc c'est pas toute la forêt qui va être en régénération, c'est pas toute la forêt qui va être en déclin, c'est pas toute la forêt qui va être en optimal. Ce sont des petites taches de l'une et de l'autre qui va être composée dans une mosaïque dynamique dans le temps et dans l'espace. Au gré de la mortalité naturelle des arbres, au gré des tempêtes, au gré des aléas. Il y a aussi les sols qui rentrent en idée. Il y a aussi les sols qui rentrent en idée. Les sols oui. C'est pour ça, j'arrive justement au sol, parce que je vous explique le fonctionnement naturel de la forêt, justement pour essayer de vous amener sur ces questions d'ancienneté du sol. Et donc, le cycle après sylvicole, qui est le cycle pour la gestion d'exploitation des bois, lui s'étale de 80 à 150 ans et passe artificiellement du stade, du stade initial au stade optimal. Et tous les 80 à 150 ans. Donc on voit bien qu'il tronque les dernières phases du cycle. D'accord ? Et aujourd'hui, ce cycle-là tend à être réduit, notamment dans les Landes où on passe progressivement de 60 même à 40 ans. Voilà. Actuellement, il y a une volonté étatique de faire une sylviculture plus dynamique. Sauf que le problème, c'est que la forêt elle a besoin de fonctionner avec tout ça aussi. Voilà. Et donc, si on voit qu'une forêt naturelle, ça fait des cycles de 300 à 450 ans, c'est bien qu'on a besoin, comme vous avez dit, des sols qui rentrent en compte. Et donc, pour savoir l'ancienneté de l'état boisé, si elle a été forée, s'il n'y a pas eu de défrichement, s'il n'y a pas eu de labour, s'il n'y a pas eu de pâturage, on va regarder notamment la flore. On va regarder les plantes. Et donc vous avez des petits guides comme ça qui sont vraiment pas chers. Je ne fais pas de la pub pour l'IDF, mais bon voilà, c'est des petits bouquins qu'ils ont fait comme ça de vulgarisation. Et ça coûte 5 €. Et vous avez une liste d'espèces. Alors selon les étages bioclimatiques, selon si vous êtes en plaine, selon si vous êtes en montagne, ce ne sera pas les mêmes plantes. Ici on aura l'ail des ours par exemple que vous connaissez, il y a le muguet, il y a toutes ces plantes-là, la pulmonaire, l'hépatique, l'anémone, sylvie, ces plantes-là, elles sont purement forestières et très souvent en fait elles sont liées aux fourmis aussi pour se reproduire. Donc il y a toute une coévolution aussi avec les insectes qui se fait. Donc on va regarder le sol, on va regarder, et le hou notamment qu'on voit bien ici, il est indicateur de forêt ancienne. Le hou. Le hou. Et on va regarder aussi, on va regarder également les cartes d'état-major, qui sont les cartes les plus précises qui peuvent nous indiquer si en 1850 il y avait de la forêt ou pas. Voilà, donc c'est en regardant ces cartes anciennes plus la flore qu'on va savoir si on est sur de l'ancienneté de l'état boisé. Donc là vous avez Tilliouz, et donc on voit la carte de Cassini et la carte d'état-major 1850 minimum boisé en France. On utilise plus état-major que Cassini, même si pour vous, là visuellement, je pense que vous voyez bien mieux qu'il y a de la forêt sur Cassini que sur état-major. C'est pour ça que je vous ai fait un zoom là-dessus. Parce que état-major, par contre, c'est plus zoomé, c'est plus précis. Cassini faisait des grosses patates. Là, si on veut savoir, on a presque à la parcelle près si c'était forêt ou pas. Donc le vert, comme ça tendre, c'est de la prairie. Et tout ce qui est hachuré en jaune, c'est de la forêt.
Donc on sait et ici par exemple là il y a une zone de prairie dans la forêt. Donc en fait ça nous permet de savoir ça. Et puis après entre 1850 et puis récemment il y a aussi les photos aériennes où on peut voir si dans les années 60 par exemple il y a eu des défrichements quand même. En général s'il y a eu des défrichements on n'aurait pas ce genre de forêt dans les années 60. Donc voilà, donc c'est surtout Cassini, état-major pardon, qui va nous renseigner sur l'ancienneté de l'état boisé plus la présence d'espèces. Là j'avais peut-être une image aussi d'un petit, je ne sais plus si je vais le retrouver parce que je me suis complètement étalée. Il y a des lichens aussi qui indiquent la continuité de l'état boisé. Le Varia pulmonaria, vous l'avez peut-être déjà croisé. On le trouve un peu plus haut en montagne, on est légèrement bas. On le trouve un petit peu plus haut, qui indique la continuité de l'état boisé, donc l'ancienneté forestière. Il lui faut un couvert forestier permanent, il grandit de moins d'1 centimètre par an, donc quand on trouve des grandes feuilles comme ça, c'est assez grand. Et il est indicateur aussi d'une très bonne qualité de l'air. Voilà, donc vous pourrez vous amuser. Ça vous indiquera l'ancien. Alors il faut qu'il y ait plusieurs espèces aussi. Hein. Si vous voyez du hou, si vous voyez lui, si vous voyez des pulmonaires, des hépatiques et tout ça, vous savez. Ça ne veut pas dire que la forêt est vieille, ça veut dire que la forêt est ancienne. Mais elle peut être exploitée. Hein, on a vu, il y avait un cours de sylviculture un petit peu plus loin là, donc vous avez vu que là elle est rajeunie. Hein. En 2035, ce sera des semis. Pour autant, la continuité d'état boisé est toujours là. Parce qu'on a toujours, même si c'est des semis, ça reste des arbres. Voilà. Donc pour être vieille forêt, il nous faut l'ancienneté de l'état boisé, c'est le socle. Et par-dessus, on va regarder s'il y a la maturité. Ce qu'on vient de décrire avec vos observations. Des très gros bois, des gros bois morts sur les sur-pieds. Voilà, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir regarder. Voilà, ça je ne voulais pas montrer, oui, c'est la couverture forestière en 1850. 12% de forêt. Aujourd'hui on est à 36%, mais on parle un peu de malforestation dans le sens où il y a eu beaucoup de plantations comme derrière, d'espèces exotiques. Il y a aussi des accrus forestiers, alors ça c'est des bonnes nouvelles, c'est la forêt qui revient, qui reprend ses droits, mais elle est encore très très jeune. 80% de la forêt française a moins de 100 à 150 ans. Et donc c'est pour ça qu'on a très peu de ces gros vieux arbres et des gros bois morts au sol et sur pied aussi. Voilà. Donc en fait, vous avez compris que c'est eux qui font le cœur de l'écosystème, le fonctionnement de l'écosystème. Et donc d'un point de vue fonctionnel pour les petites bêtes qui fabriquent l'humus, ces forêts jeunes ne sont pas encore... Il n'y a pas le gîte et le couvert pour elles en fait. C'est vert, nous on voit de la future forêt, mais il n'y a pas... c'est un peu vide encore. Voilà. C'est pas vide de rien parce qu'il y a certains oiseaux qui vont coloniser. Il y aura quand même de la biodiversité. Mais il n'y aura pas toute la biodiversité forestière qui fait vraiment tourner l'écosystème. Ça reviendra petit à petit avec la maturation de l'écosystème, à condition qu'on ait gardé des îlots de ces vieilles forêts qui peuvent abriter ces espèces et essaimer. La bonne nouvelle aussi du rôle de ces forêts-là, c'est bon déjà, on peut voir, c'est un laboratoire scientifique sur lequel on peut voir le fonctionnement de la forêt native. C'est des stockages de carbone, du stockage de carbone. C'est important. Et puis c'est des réserves de biodiversité et comme je vous disais ça peut essaimer et surtout quand on a de la forêt exploitée à côté c'est comme un petit peu des auxiliaires de culture. Ces espèces là elles vont venir jouer un rôle important. Je prends l'exemple par contre des cirques. Ce sont des petites mouches, comme je dis souvent déguisées en abeilles parce qu'elles sont zébrées, vous avez vu. Il y a 510 espèces, il y en a 447 qui sont forestières. Les autres vous pouvez les trouver un petit peu en prairie. Et elles ont deux métiers importants dans cette famille-là. Elles se partagent le métier pour certains représentants de la famille. Certaines espèces donc, vont être pollinisatrices. C'est super important pour la forêt d'être pollinisée pour pouvoir avoir des jeunes petits êtres. D'ailleurs, au passage, les petites, ce que vous voyez, donc ça, comme il est piétiné, le pauvre, je vais l'enlever. Ce que vous voyez là, les petites oreilles d'éléphant, ce sont des semis de hêtres. Pour avoir ça, il faut qu'il y ait de la pollinisation notamment. Et donc, les cirques vont jouer ce rôle de pollinisateur. Donc quand on a une forêt exploitée, c'est intéressant d'avoir de la pollinisation pour avoir de la régénération naturelle. Donc quand on a un îlot de biodiversité ici qui va pouvoir faire que ces espèces-là vont se reproduire, elles vont pouvoir aller rendre des services de pollinisation à côté. Et certaines autres espèces, elles ont le métier de régulateur de pucerons. C'est vachement important aussi pour les arbres d'avoir un régulateur d'insectes entre plein de guillemets, parce que j'aime pas ce mot-là, ravageur entre guillemets, d'accord? Mais entre plein de guillemets, c'est juste pour qu'on se comprenne. Donc ça va réguler aussi. C'est pour ça que c'est important. Donc voilà, donc ça, on a vu ces aspects d'ancienneté et de maturité. Juste aussi l'histoire forestière, c'est important aussi de voir pourquoi on était avec ce si peu de socle forestier.
Ici, vous avez en vert la courbe de la forêt, de la couverture forestière. En rouge, vous avez la courbe humaine, de la démographie humaine. Je pense que vous avez compris. En grand repère, ici, c'est le néolithique. Pourquoi avant, il n'y a pas beaucoup de forêt? Parce qu'on remonte à l'époque post-glaciaire et périglaciaire, on était dans de la toundra. La forêt reprend le dessus, pile où elle était en train de reprendre sa place. Néolithique, défrichement. Une mise en place de l'agriculture et du pastoralisme. Et petit à petit descente. Entre-temps, il y a eu les bois de mature pour partir en guerre. On a tapé dans le sapin, les chênes. Le charbonnage. Il faut savoir que la hêtraie dans les Pyrénées pure, ça n'existe pas. Quand vous baladez dans de la hêtraie pure, ça n'existe pas normalement. C'est une construction humaine. Parce que normalement, il y a toujours un doux mélange avec le sapin. Plus ou moins important, plus on monte en altitude. Pourquoi? Parce que du temps du charbonnage, le hêtre, il régénère de souche. Donc c'était intéressant pour faire des petits fagots, même des gros fagots, pour faire du charbon, pour faire tourner la sidérurgie et les forges à la catalane. Et donc il y avait la guerre contre le sapin. On a enlevé les semis de sapin, on a exploité les gros pour la charpente et tout ça, mais après on faisait en sorte que le sapin ne régénère pas et d'avoir que du hêtre. C'est pour ça que même quand on a l'impression de se balader en forêt naturelle, en hêtraie naturelle dans les Pyrénées, rappelez-vous que du hêtre, c'est pas naturel. Normalement, il doit y avoir du sapin. Si on laisse évoluer ça, il y aura le sapin qui reviendra en doux mélange. Donc bois de mature, charbonnage, exploitation des bois par câble, tout ça a fait que voilà, petit à petit, on a réduit notre couverture forestière. Voilà d'où sortent ces vieilles forêts. Elles ont réussi à passer à travers les mailles de toute cette exploitation passée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Je vous laisse sans voix. On sait pourquoi ici ces arbres sont restés comme ça. Alors, Ça a été une volonté ou c'est un hasard? dans tous les cas, il doit y avoir ça. Il faut que je remonte dans l'explication parce que en fait, je connais les propriétaires et ils nous ont donné la possibilité. Ils exploitaient le bois, mais à la manière un peu paysanne. C'est-à-dire, c'était pas intensif. C'était pour faire un petit peu, tiens, je dois refaire la charpente de la grange, tiens, je dois faire du bois de chauffage. Donc c'était... Ils prélevaient ce qu'ils avaient besoin. Ils prélevaient ce qu'ils avaient besoin. Et puis depuis plusieurs décennies, parce que là si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on en est à plusieurs décennies. Parce que pour vous dire, les bons indicateurs, c'est les bois morts au sol, et notamment surtout les bois morts sur pied. Parce que c'est souvent ça qui est pris en affouage en fait, les bois morts sur pied. Je connais des forestiers qui ont parlé du bois mort et me disent mais en fait oui, vous avez raison, les scientifiques là qui travaillent, parce que sur ces questions de bois mort, sur le fait de cette rareté, parce que ils ont vu une forêt, ils ont les archives et tout ça, ils savaient qu'elle était exploitée. Mais elle ne l'a plus été depuis 80 ans. Et bien le compartiment bois mort, il n'est toujours pas revenu. Il n'y a pas encore un bois mort. Parce qu'il faut attendre déjà, enfin en gros diamètre. Hein. Parce qu'il faut attendre déjà que les arbres aient des gros diamètres, qui meurent de façon naturelle ou par chablis, tout ça, donc ça met énormément de temps. En 80 ans, les bois morts n'étaient pas revenus. Donc c'est un compartiment qui met du temps à revenir. Et pourtant qui est absolument majeur pour le fonctionnement de l'écosystème forestier. Parce que comme je vous disais, c'est là où il y a le plus d'espèces et tout ça c'est documenté. Il y a tout un cortège d'espèces qui viennent se développer dessus. Voilà. Surtout à partir des gros diamètres. Ça a été mesuré, étudié, documenté. C'est à partir des gros diamètres qu'on a plus de diversité. Parce qu'en fait, il va y avoir des cortèges d'espèces qui vont se succéder. Oui, allez-y. Non, je pensais. Pour comprendre ça, en fait, il y a des analogies, par exemple, où ça, je le tiens. J'avais expliqué les phénomènes à des étudiants, et puis en fait, l'enseignant, pour rendre encore plus pédagogique le truc, il avait repris ce que j'avais expliqué en comparant avec un isard, par exemple, en montagne, un cadavre d'isard. Il va y avoir des cortèges d'espèces qui vont se succéder, les corbeaux, puis il va y avoir des cortèges d'espèces qui vont les corbeaux, les renards, et puis ensuite, on va avoir des cortèges d'espèces différentes de vautours. On va avoir le percnoptère, qui va commencer par les parties molles, les yeux, l'anus, tout ça. Après, il va y avoir les vautours fauves. Et qui vient ensuite? Le gypaète. Le gypaète barbu. Le gypaète barbu, le casseur d'os, qui va venir ensuite. Et lui, il est bien spécialiste. Il est spécialiste des os. Il ne peut pas intervenir tant que les autres n'ont pas fait le travail. On est d'accord? Et bien c'est pareil pour le bois mort. Du bois mort sur pied, du bois mort au sol, avec des amadouviers, par exemple. Ces amadouviers, à l'époque du néolithique, avant, quand on était chasseur-cueilleur, on s'en servait pour allumer le feu.
Et encore dans certains pays, ils les utilisent pour des petits objets, des petites bourses, des petites écuelles. Et cet amadouvier, il ne peut venir déjà que s'il y a une quantité de bois mort suffisante. Et ensuite de ça, il a un rôle important parce que c'est un pionnier, il va commencer à défaire les éléments chimiques complexes du bois petit à petit, et il va permettre à d'autres espèces d'arriver jusqu'à l'arrivée de l'éricium, un igme corail, c'est un champignon très très rare, indicateur de vieille forêt. Il n'y a que 4 espèces, très peu de données en Occitanie et en France, champignon extrêmement rare. Et lui ne peut arriver que s'il y a eu suffisamment de temps et de ressources alimentaires en bois mort, avec la succession des différentes espèces qui auront donné accès aux derniers éléments que lui viendra décomposer. En schématisant très fortement, c'est le gypaète de la forêt, du bois mort. D'accord ? Par exemple, s'il y a une petite souris qui meurt, le gypaète ne viendra pas à la manger parce que déjà les os c'est insuffisant pour lui et puis de toute façon tout sera décomposé avant qu'il puisse y avoir accès. Et puis, de toute façon c'est trop petit. Et c'est pareil, un éricium il ne va pas venir sur ça. C'est trop petit, il n'y a pas assez de ressources alimentaires et les champignons pionniers et les coléoptères pionniers qui vont arriver auront vite décomposé ça avant qu'il puisse s'installer. C'est pour ça qu'il lui faut des diamètres à partir de 40 cm. Voilà, en gros. Bon, n'allez pas dire que c'est du gypaète non plus, hein, parce que le gypaète reste le gypaète, l'hydme corail reste l'hydme corail, mais c'est pour que vous compreniez par analogie dans la succession des espèces et le fait que certaines espèces soient spécialisées. Et que pour ces spécialistes arrivent, il faut, pour certains champignons, ça va jusqu'à 125 m3 hectares de bois mort. Et pour certains coléoptères, c'est jusqu'à 50 m3 hectares de bois mort. C'est un camion. Il faudrait un camion de bois mort à l'hectare pour avoir un effet significatif, enfin important, pour les coléoptères. Et ces coléoptères sont super importants, et ces champignons aussi, vu que c'est eux qui fabriquent l'humus. Voilà. Donc on en est loin, très loin de ce compartiment bois mort. Très très loin. Oh, pourtant, on en a pas mal là quand même avec ça. Ah oui, et pour revenir à la question, pourquoi c'est comme ça? Mais effectivement, enfin, je vous disais, voilà, il y a eu une exploitation très faible. C'était principalement sur du taillis de châtaigniers, au vu des souches qu'il y a. Et d'ailleurs, à un moment donné, c'était principalement du taillis de châtaignier, abandonné. Et puis maintenant, le hêtre et le chêne Cécile, dans la succession écologique, le châtaignier, il ne dure pas. À bout d'un moment, il se fait concurrencer par l'arrivée des espèces, c'est normal, c'est leur métier, des espèces de hêtre et de chêne, ces espèces d'arbres-là qui vont prendre la place. Et puis depuis plusieurs décennies, pas d'exploitation, ce qui fait qu'on en arrive là. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, on échange, il y a des possibilités d'acquisition foncière, mais là ils y sont très attachés, donc peut-être on peut faire aussi des obligations réelles environnementales, c'est-à-dire on va ensemble chez le notaire pour, s'ils veulent préserver cette forêt, mais en fait sur 99 ans, même s'ils le passent à des héritiers ou s'ils le vendent, la gestion qu'ils auront contractualisée sera durable pendant 99 ans, parce que c'est acté chez le notaire, ça suit la parcelle et non le propriétaire. Voilà. Donc il y a une réflexion aujourd'hui autour de ça. En tout cas, ils sont conscients de cet enjeu-là et il n'y a pas de projet d'exploitation aujourd'hui sur cette forêt. Voilà. Et ils nous ont donné l'autorisation voilà, de la commune de Tilliouz aussi et les propriétaires privés, parce que c'est un ensemble, la vieille forêt elle s'étale sur les 2 territoires fonciers, nous ont donné l'autorisation voilà, de pouvoir diffuser. Parce que voilà, c'est des espaces pédagogiques aussi, où on a la chance de voir une forêt naturelle de climat tempéré en Europe, c'est ça. Voilà. Et c'est des espaces souvent de ressourcement aussi. Voilà, il y a une vibration un peu différente, il y a plein de chants d'oiseaux, il y a toute une ambiance particulière où on voit quand on passe d'une plantation morne à une vieille forêt. Après, il faut savoir voilà, qu'elles ne sont pas protégées en tant que telles. C'est un porté à connaissance, c'est une connaissance scientifique. On est plusieurs. Moi, je travaille avec des docteurs en écologie forestière pour étudier ces vieilles forêts, pour les inventorier, pour les connaître. Mais elles ne sont pas protégées intrinsèquement. Vieille forêt, c'est pas lié à un statut réglementaire dédié. Il faut porter à connaissance des propriétaires, privés comme publics, de ces enjeux-là. Et après, si le propriétaire est convaincu, il faut aller piocher dans les différents codes, soit le code forestier quand on est en forêt publique, soit dans le code forestier ou dans le code de l'urbanisme et ou dans le code de l'environnement pour trouver des outils de préservation. Voilà. Ça peut être des îlots de sénescence, ça peut être des réserves biologiques, ça
peut être des arrêtés de préfecture du biotope. Enfin, voilà, il faut piocher dedans pour essayer de protéger. Est-ce qu'il y a des démarches justement pour essayer de les protéger plus systématiquement, que ce soit automatique Alors, label aujourd'hui, il y a plusieurs leviers. Il y a plusieurs associations qui travaillent à leur conservation, notamment une association qui s'appelle Nature en Occitanie, qui porte un observatoire des forêts des Pyrénées centrales, qui a ce rôle-là justement de porter à connaissance et d'essayer de sensibiliser les propriétaires privés comme publics. Ensuite, on a des fonds de la région avec Nature en Occitanie, le Conservatoire des espaces naturels, pour essayer d'acquérir des vieilles forêts dans le privé pour les protéger. Il y a également le plan national de la forêt et du bois, décliné en plan régional de la forêt et du bois, qui, on a réussi à faire acter une fiche action reconnue par l'État, comme quoi les vieilles forêts sont un enjeu majeur en termes de protection de la biodiversité. Toujours à l'échelle régionale, il y a en cours un début de stratégie régionale vieille forêt portée par l'État, que ce soit la DREAL, le ministère de l'écologie, ou la DRAF, le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conjointement, pour aller vers une protection de ces vieilles forêts de manière plus importante. Et à l'échelle européenne, il y a la stratégie biodiversité de la stratégie européenne qui dit que chaque État membre, sous peine de sanction, doit protéger ses old growth forests. Et old growth forest, ça correspond à la définition de vieille forêt. Forêt ancienne et mature. Voilà, ultra rare. Donc il y a toute cette dynamique qui est en train de se mettre en place. Mais c'est pas toujours facile parce que l'intérêt du bois mort, c'est pas toujours encore dans les esprits. C'est en train de venir, mais c'est encore long. Et encore, comme je vous disais, cette notion de vouloir faire propre ou cette notion de vouloir faire bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent foncièrement, donc ils veulent bien faire, on ne peut pas leur jeter la pierre, qu'il faut enlever le bois mort parce que ça fait sale et surtout ça va rendre malade la forêt. Alors qu'en fait, comme je vous ai dit, c'est sa trousse à pharmacie. Et c'est sa régénération. Il y a des espèces comme le sapin ou l'épicéa, ils ne régénèrent bien que dans les derniers stades de décomposition des bois morts. Tout ça parce qu'il y a des petites mycorhizes de champignons à l'intérieur qui sont liées au bois mort, qui vont se connecter aux petits semis, qui vont l'aider à pousser et qui, une fois que le bois mort est tout décomposé, vont donner leur relais à d'autres types de champignons mycorhiziens qui vont être après liés ad vitam aeternam avec l'arbre. Il y a aussi des successions dans les mycorhizes. Et ces petites mycorhizes-là liées du sapin, elles sont dans le bois mort. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important. Alors, j'avais une question par rapport à la Syrie. Oui. Parce que c'est des forêts qui sont vieilles, ils ont accès à ce qu'ils veulent ou il faut bien qu'ils aient des autorisations ou pas des coupes? Alors, au niveau communal, il faut qu'ils aient les autorisations du propriétaire et du gestionnaire. Donc normalement, ils doivent se baser sur des... Oh, pardon, j'ai mon Pouillot Fitis qui chante comme quoi je suis en retard de plusieurs minutes. 2 minutes. J'ai dépassé de 2 minutes. Pouillot Fitis, je ne sais pas si vous l'entendez parce que je n'arrive pas à monter mon son. C'est un... Voilà, c'est un oiseau forestier, un tout petit passereau forestier qui est migrateur et qui va pas tarder à arriver. Donc je vais pas le laisser trop longtemps parce que sinon je vais le perturber. Et donc normalement ils doivent se baser sur les aménagements forestiers. C'est les plans de gestion actés par la commune, le gestionnaire et l'État. Sauf que ça se modifie les aménagements forestiers. Et on peut aller vers plus, on peut notamment en plus comme l'État au niveau national veut faire une sylviculture plus dynamique, c'est tout à fait possible de dire on dynamise plus. Donc ça c'est un souci. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a un constat scientifique qui montre que la gestion uniquement optimisée pour la production de bois, je ne parle pas du reste normalement de la forêt publique qui doit se faire aussi de l'accueil, de la protection de la biodiversité, tout ça. Si on n'est que sur de la optimisation de production de bois, comme il serait nécessaire pour alimenter ce projet. Un constat scientifique montre que déjà, il y a une perte en biodiversité. Déjà, parce que vous vous rappelez le schéma que je vous ai montré, ça tronque le cycle naturel. Ensuite, ça fait de grandes unités homogènes, donc ça simplifie fortement la structure spatiale que je vous ai montrée, la mosaïque fine, dynamique dans le temps et dans l'espace, et ça exploite les arbres avant qu'ils deviennent très gros. Donc ça, c'est un problème si les aménagements forestiers se mettent à faire de la sylviculture plus dynamique. Alors qu'aujourd'hui, vous avez bien vu, du fait du contexte de l'héritage du passé, aujourd'hui, on n'a pas assez de très gros bois comme ça. Enfin, ce paysage-là, on n'en a pas assez. Il en faudrait plus. Et en forêt privée, alors là, c'est 3/4 de la forêt française est privée. 83% des propriétaires d'Occitanie ont moins de 2 hectares. Ici, là, sur 7 hectares de forêt privée, il y a une vingtaine de parcelles et je crois qu'il y a au moins 10 propriétaires. Voilà, et c'est ça, la forêt française, elle est hyper morcelée. Et les plans de gestion, où il y a un œil de l'État dessus, c'est à partir de 25 hectares. Vous avez compris ? Voilà. Donc, ce qui fait très peur, c'est que les vieilles forêts de plaine, là où il y a dû être, et qu'elles sont
En montagne, on est sûr, on est en terminale, déclin, on est dans les derniers stades et ça tourne. En plaine, comme il y a eu plus d'activité humaine encore, on a pris les forêts dans cette classe-là en fin d'optimale, début terminale. Alors qu'en montagne, on ne regarde même pas l'optimale. Là, à partir du moment où on avait dû être en 50 cm de diamètre en plaine, c'est déjà qu'on avait une maturité forestière assez importante. Donc en fait, il y a certaines forêts en plaine qui sont en train de basculer dans le terminal, mais qui sont encore dans l'optimal. Donc potentiellement, un exploitant de bois se dit, hop là, c'est maintenant que je viens intervenir. Donc pour le privé, ça va être un carnage pour parler familièrement. Voilà. Et nous, ce qu'on aimerait au niveau d'Occitanie, quand je dis nous, c'est la communauté scientifique, c'est d'arriver à ce que fait le parc national des Cévennes, où en fait sur leur territoire, ils ont à l'échelle du massif des forêts en libre évolution, où ils voudraient atteindre 9600 hectares de libre évolution à l'échelle du massif. Après, à l'échelle du peuplement, donc ici, là, est Tréchéné de Tillouze, avoir des îlots de sénescence de 1 à 7 hectares. Alors, on sait que c'est minimum 3 hectares pour avoir un effet vraiment important sur la quantité de bois mort, par exemple. Donc ce serait plutôt, s'ils veulent être corrects, de 3 à 7 hectares. Et à l'échelle de l'arbre, quand on est dans une parcelle, c'est de garder plus de très gros bois et très gros bois à l'hectare que ce qui est conservé, et de bois mort qui est conservé aujourd'hui. Aujourd'hui, en forêt domaniale, il est dit obligatoire de garder 3 arbres dits bio, c'est-à-dire des gros arbres comme ça avec des dendromicrohabitats ou du bois mort au sol et sur pied, 3 arbres à l'hectare. En communal, c'est conseillé aux propriétaires. Et il y a beaucoup de forêts communales qui malheureusement n'ont pas coché, parce qu'ils peuvent cocher les cases. Je respecte la phénologie des espèces, je respecte de garder les 3 arbres au titre de la biodiversité. Pour beaucoup, c'est pas fait. Donc, et même 3, c'est malheureusement pas suffisant, parce qu'il y a des chiffres qui ont été publiés. D'un point de vue production, c'est difficile d'aller jusque-là, pour concilier les usages. Mais il faudrait essayer d'aller vers 15 arbres de plus de 70 cm à l'hectare pour les chauves-souris, parce qu'en fait, c'est là, elles ont besoin de changer de gîte tous les soirs. Et pour des coléoptères, 21 arbres à cavité à l'hectare, il faudrait garder. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'aller vers ces seuils-là et d'avoir, j'ai plus mon petit schéma, mais c'est pour ça que je dis que c'est difficile de concilier les deux. C'est pour ça que pour conserver une vieille forêt, si on veut vraiment la conserver, ça ne peut pas être conciliable avec de l'exploitation. Parce que vous avez vu, ils ont besoin de 50 à 125 mètres cubes hectares de bois mort. Donc on ne peut pas faire les deux. Là, malheureusement, on ne peut pas faire les deux. Par contre, dans le reste de la forêt de production, on peut. Je suis sûre que vous allez chercher des champignons, des bois de serre et vous allez vous balader dans des forêts qui en fait sont exploitées. Donc en fait, on peut concilier biodiversité, on peut concilier tourisme, balade, cueillette et production. C'est ce que fait l'ONF en général, multifonctionnalité. Mais les vieilles forêts, elles sont tellement, rares, fragmentées. Les espèces qui y a à l'intérieur, c'est les derniers îlots en Europe où on les trouve. Il y a certaines espèces qui ont été trouvées dans les Pyrénées en termes de coléoptères, c'est dans le Riomajou et dans le Nouviel, il n'y a que 2 stations en France et en Europe où c'est connu. Donc ces forêts-là ont un rôle majeur. C'est pour ça que c'est pas conciliable. Ces espèces ont besoin de ces exigences-là. Et nous, on a besoin d'un point de vue scientifique d'avoir des forêts qui restent naturelles pour pouvoir les étudier. Donc c'est pour ça que ce qui serait intéressant, mais je me suis éparpillée aux différents groupes, donc je ne retrouve pas le schéma qui est le plus parlant, j'en avais un autre, qui montre en fait à travers une maille, elle est là, il est là. Vous voyez pourquoi après c'est le bazar. Schématiquement, forêt de montagne, forêt de plaine. Forêt de montagne, on a des grands massifs, forêt de plaine, on a des massifs morcelés. En vert clair, c'est toute la forêt cultivée. Parce que la forêt, on est bien d'accord, elle n'a pas besoin de l'homme pour vivre. Ça fait 380 millions d'années qu'il y a des forêts sur Terre, ça fait 250 000 ans qu'il y a Homo sapiens sapiens. Par contre, on a besoin de la forêt pour nos usages. Le but du jeu, c'est de faire donc du coup de la sylviculture pour avoir des arbres les plus beaux, les plus droits, les sans défaut pour faire du bois d'œuvre. Mais le but du jeu, c'est de faire ces bois d'œuvre dans le plus grand respect de la forêt et dans le respect de l'écosystème forestier. C'est pour ça que les modes de sylviculture, la plupart les plus proches de la nature, sont les mieux et souvent c'est la futée irrégulière.
Disons que voilà, quel que soit le traitement, futée régulière ou irrégulière, ça parlera à ceux qui ont fait la mode sylviculture. Là, c'est la forêt exploitée. Ici, c'est les îlots de vieilles forêts. L'idée, c'est que ces îlots de vieilles forêts soient en totale libre évolution et protégés, exemple de toute activité humaine. On ne sort pas les bois, qu'ils soient morts au sol, qu'ils soient sur pied, on ne sort pas les bois morts, on ne sort pas les très gros bois, on n'exploite rien. On laisse en libre évolution. Entre ces patchs, dans la maille cultivée, on garde des îlots de sénescence qui peuvent faire des petits pas japonais pour les espèces, des relais, des corridors écologiques pour rejoindre les vieilles forêts afin d'éviter qu'elles fonctionnent en système insulaire et fermé, que les espèces puissent mélanger leurs gènes. Et à l'intérieur, j'avais un autre schéma où j'avais fait plein de petits points à l'intérieur, que j'ai plastifié le mauvais. À l'intérieur de chaque parcelle, garder plus que 3 très gros arbres à l'hectare. Déjà, s'il y avait les 3, déjà dans certaines communes, ce serait bien. Mais l'idée, c'est, on va peut-être pas arriver à 21, d'accord? Effectivement, ça va être difficilement conciliable, parce que je vous parle de la forêt de production. Ça peut être un peu compliqué. Mais d'aller à plus que 3. Voilà, plus que 3 très gros arbres à l'hectare, qui ont les micro-habitats, et plus de gros bois morts au sol et sur pied. Voilà. Au moins 5 de chaque, ce serait bien. À l'intérieur de la maille cultivée. Voilà. C'est ça le schéma. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un discours, il ne faut plus du tout sortir de bois. C'est non. Il y a besoin de sortir du bois, il y a besoin d'avoir une sylviculture proche de la nature, il y a besoin par contre de renforcer ces attributs de biodiversité parce que ce n'est pas assez, et il y a besoin de garder les vieilles forêts en libre évolution. Voilà les besoins. Et donc c'est pour ça que ce projet-là, vu les quantités qu'il veut, il amènerait une forêt, une gestion purement optimisée pour la production de bois, et il va à l'inverse de ce qu'on devrait faire. On doit laisser plus d'arbres grossir comme ça. Donc les 40 et plus, il faudrait en laisser, et l'appétit de ce projet ne permettra pas d'en laisser arriver à ce stade-là. C'est ça le souci. On allait passer, oui je sais. Tu parlais des chauves-souris. Oui. Des gros arbres, mais pour moi, c'est dans les trous qu'elles sont, les chauves-souris. Oui. Et où est-ce qu'il y a les trous en forêt? Et oui, mais tu parlais des grands arbres. Après, tu as parlé des cavernicoles, des arbres cavernicoles, non? Non, cavernicole, c'est une espèce qui vit dans une... non, tu as J'ai parlé... dit deux choses. J'ai dit que pour la sylviculture, on a besoin... C'est pour ça qu'on fait de la sylviforêt culture. On fait de la culture de la forêt. Pour avoir le but du jeu, c'est d'avoir du bois d'œuvre. Et les bois d'œuvre, c'est ceux qui ont le moins de défauts, les plus grands, élancés, tout ça. Oui, mais ça, j'ai parlé de ça à un moment donné. Mais ça, c'est pour la forêt de production. Oui, oui. Non, moi, pour les vieilles forêts... Pour les vieilles forêts. Tu disais, il y avait les gros arbres. Oui. Et puis les arbres avec des creux. En fait, et scientifiquement... les chauves-souris dans les gros arbres. Pour moi, En fait, je vais te répondre. C'est prouvé scientifiquement, statistiquement, mesuré, étudié. On sait que là où il y a le plus de micro-habitats, les petits habitats portés par l'arbre, c'est à partir des diamètres 90 et plus. Là. En dessous, il peut y en avoir. Mais là où il y a la plus grande diversité et où on a la plus grande occurrence, c'est à partir de ces diamètres-là. Chez les sapins, c'est drastique. Cherchez une moindre cavité sur un sapin qui fait 50 cm de diamètre. Celui qui trouve, vous m'appelez, vous me dites, voilà. Donc, c'est à partir de ces diamètres-là qu'on va avoir le plus. Et donc, du coup, on va avoir des chauves-souris qui vont se mettre dans des cavités parce qu'il va avoir des accidents de la vie, il va avoir... Ah oui, là, oui. Voilà. Ah oui. Et puis parfois aussi, alors, moins chez le hêtre parce qu'il a l'écorce très fine, mais sur le chêne et sur le châtaignier, tu vas avoir de l'écorce décollée ou des fentes. En vous baladant, là, vous pourrez chercher, c'est dans le second genre, on a des cavités là-bas. Tu vas avoir des fentes, des écorces décollées et les chauves-souris vont aller se mettre dessous. Tiens, juste là, juste devant moi, là, un peu plus de 10 mètres, sous la première branche là, qui est cassée, vous avez une fente typique, enfin une cavité légèrement en fente, qui est typique pour les chauves-souris. Donc en fait, elles vont venir là. Je suis désolée, voilà, dans les petites cavités, voilà. Je suis désolée, oui, il faut finir. Ouais. Déjà, c'est parfait. On sait que c'est